Indian naval warship Delta 63. Welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Juillet 2020, 4 ans après la signature du contrat et 20 ans après les premières réflexions autour du projet MMRCA, l'Inde reçoit sur son sol les premiers Rafales tant attendus. Un événement important pour la France et l'Inde est l'ouverture d'un nouveau chapitre pour l'Indian Air Force. Devra-t-elle se contenter de 36 avions ou est-ce que le pays en commandera beaucoup plus? Afin de répondre à cette question, plongeons-nous dans l'histoire complexe mais passionnante du Rafale en Inde. Vous vous rappelez certainement des grandes lignes du programme d'acquisition de 126 nouveaux avions de combat nommés MMRCA et que le Rafale avait d'ailleurs emporté avant que le contrat ne soit finalement annulé et que seuls 36 appareils soient achetés sur étagère. Depuis, nous attendons toujours et l'Indian Air Force envisage peut-être de lancer un nouveau concours, le MRFA. Ou pas. Honnêtement, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Je vous propose, en tant que journaliste français ayant couvert ce sujet depuis plus de 10 ans maintenant, c'est important de le mentionner car je vais vous partager l'histoire selon mon point de vue, forcément biaisé, de vous raconter toute cette histoire. Je vais essayer d'explorer le sujet aussi profondément que possible et, à la fin de la vidéo, de faire quelques suppositions. Dans le passé, j'ai parfois eu raison et souvent eu tort. Mais jouons ensemble avec l'avenir, voulez-vous? Je suis Bruno Etchenik, passionné d'aviation et reporter spécialisé dans l'aviation militaire pour plusieurs magazines français et anglais. Bienvenue sur ma chaîne. Contrairement à de nombreux autres collègues, je ne publierai pas beaucoup de vidéos. Je le ferai uniquement quand j'aurai quelque chose de nouveau à dire, différent de ce que vous pouvez entendre ici et là, et surtout quand j'aurai suffisamment de temps libre. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous promets que mes vidéos ne satureront pas vos notifications. Les prémices de cette histoire remontent entre la fin des années 90 et le début des années 2000, lorsque le gouvernement indien et l'Indian Air Force ont commencé à envisager l'avenir de leur flotte d'avions de combat. Le Sukhoi Su-30 MKI a été commandé en 1996 pour 50 appareils, devant être livrés directement depuis la Russie. Rapidement, pas si rapidement en réalité, mais comparé au temps pris pour les autres décisions, c'était vraiment très rapide. L'Indian Air Force a signé avec la Russie pour un total de 272 de ces très énormes avions de chasse. Les livraisons ont commencé en 2004 avec les 50 premiers appareils construits en Russie et le dernier a été livré par HAL en 2021. Ce n'est pas la fin de l'histoire car des discussions sont actuellement en cours pour relancer la chaîne d'assemblage pour 12 appareils supplémentaires afin de remplacer l'attrition. 272, c'est un nombre relativement important en effet, mais nous parlons ici de l'Inde, le pays désormais le plus peuplé au monde et dans un contexte géopolitique relativement simple. Les deux principaux ennemis du pays l'entourent, à savoir le Pakistan et la Chine. À l'exception de ce tout nouveau Sukhoi 30, la flotte globale de l'Indian Air Force était à l'époque une sorte de patchwork, composée de nombreux avions très différents. Principalement des avions russes avec des MiG-21, 27 et 29, mais aussi quelques avions français et anglais, comme le Jaguar ou le Mirage 2000. On peut facilement affirmer que la Russie était le fournisseur privilégié pour ces avions, car avec le nouveau contrat pour le Sukhoi 30, la grande majorité de la flotte de l'Indian Air Force était composée d'avions russes, environ 300 MiG-21, 160 MiG-27, 65 MiG-29 contre seulement 120 Jaguars et quelques Mirage 2000 avec seulement 49 appareils. Étonnamment, le Mirage 2000, l'un des avions les plus récents en service à cette époque, est principalement utilisé comme intercepteur ou chasseur de supériorité aérienne aux côtés du MiG-29, est devenu célèbre pendant la guerre de Kargil. Il a rapidement été adapté pour lancer une bombe guidée fabriquée en Israël, ce qui a permis à l'Indian Air Force de prendre un avantage décisif dans ce conflit datant de 1999. En effet, le Mirage était capable de mener des frappes aériennes précises dans une région montagneuse à haute altitude avec une fiabilité et un taux de sortie remarquable. Avec le MiG-29, le Mirage 2000 a surpassé la Pakistan Air Force et ses F-16, il faut le dire, très mal équipés. Pour une fois, le titre de Game Changer, dans ce contexte précis, n'était vraiment pas usurpé.
Pendant la guerre de Kargil, le Mirage 2000 est devenu l'épine dorsale des opérations, ce qui a poussé l'IAF à réfléchir plus sérieusement au renouvellement de centaines de vieux chasseurs qui devaient être remplacés très rapidement. Bon, je vous rappelle qu'on parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, mais si on fait un saut dans le futur, c'est-à-dire maintenant, les choses ne sont pas rassurantes pour autant. L'IAF, 25 ans plus tard, à l'exception du MiG-27, les MiG-21, MiG-29, Mirage 2000 et Jaguar font toujours partie de l'inventaire de l'Indian Air Force. Et le nombre d'escadrons est passé de 42 à seulement 30, au moment où nous parlons. Juste après le conflit de Kargil donc, l'Indian Air Force a commencé à réfléchir au remplacement de ses avions les plus vétustes, soit la quasi-majorité de son inventaire. Première idée, et c'est absolument logique, ils ont envisagé d'acquérir un plus grand nombre de Mirage 2000. Ce sont des avions modernes, polyvalents, et ils ont joué un rôle clé pendant le dernier conflit. Pourquoi ne pas simplement en acheter davantage? Et c'est ainsi que les discussions ont commencé avec la France. À cette époque, il y avait une excellente opportunité pour l'Inde. La France venait de lancer la production de son nouvel avion de chasse, le Rafale. Ainsi, Dassault Aviation et tous les partenaires industriels français qui livraient les derniers Mirage 2000 aux Émirats Arabes Unis et à la Grèce en 2007 étaient sur le point de fermer leurs installations. C'était une opportunité unique pour l'Inde d'acquérir tous les outils nécessaires pour fabriquer l'avion en Inde pour presque rien et dans un délai très court afin de relancer la production sur le sol indien. Mais devinez quoi? Le ministère de la Défense ne voulait pas simplement acheter un avion sans le comparer à d'autres fournisseurs et a forcé l'Indian Air Force à lancer un RFI ou Request for Information, en bon français, une demande d'information. Malheureusement, il était trop tard. Dassault Aviation a détruit tous les outils et machines utilisés pour fabriquer le Mirage 2000 afin de libérer de l'espace dans toutes ses usines comme à Mérignac, près de Bordeaux où se trouve la chaîne d'assemblage finale, et poussé désormais pour le Rafale. Pour un constructeur, fabriquer deux avions différents en parallèle n'est pas très efficace, sauf si vous en produisez des centaines de chaque en même temps. Désormais, en France, c'était l'heure du tout Rafale. Et en Inde, les débuts du programme MMRCA. Deux drames en perspective, le premier avec une fin heureuse, mais pas encore définitive pour l'avion français, et un autre avec une fin très dramatique et décevante pour le film indien. Mais ce n'est peut-être pas encore la fin finalement. Les producteurs semblent adorer ce spectacle et de nouvelles saisons ont été commandées. La compétition pour le programme Medium Multirole Combat Aircraft, MMRCA, a commencé en 2001 avec la décision de publier un RFP, Request for Proposal. L'Inde voulait faire les choses correctement. Elle souhaitait à cette époque créer la compétition la plus équitable possible entre tous les candidats potentiels. Elle voulait inclure tous les coûts, y compris le soutien, en incluant la gestion du cycle de vie des appareils pendant 30 ans, et pas seulement leur prix d'achat. Il a fallu presque 6 ans, 6, pour rédiger ce RFP, une sorte de livre de règles pour le match à mort auquel tous les fournisseurs d'avions de la planète allaient participer. À la fin, cela devint la plus grande compétition d'avions de chasse de l'histoire. L'appel d'offres portait sur 126 avions, dont 18 à livrer directement par le fournisseur et 108 à construire en Inde dans le cadre du plus grand transfert de technologie jamais réalisé. Avec, en prime, un détail que tout le monde semble avoir oublié, une option pour 63 avions supplémentaires. Ainsi, au total, il était question d'acquérir potentiellement 189 avions de chasse. Je vous rappelle qu'à l'époque où cette compétition a été initialement discutée, les 272 Sukhoi 30 n'avaient pas encore été complètement commandés. Cela s'est fait étape par étape, et je précise cela au cas où vous penseriez à comparer les chiffres en prenant en compte la totalité du nombre de Sukhoi 30 commandés aux, entre guillemets, seulement 189 avions. Aussi, il n'y avait pas réellement de compétition dans le contexte du choix du Sukhoi. Le RFP de 211 pages a finalement été publié en 2007, après 6 ans de travail, et il a été demandé aux fournisseurs d'y répondre en 6 mois. Que firent les concurrents? Ah ok les gars, 6 mois en temps international ou 6 mois en temps indien? Parce que vos règles sont équitables, d'accord, mais un peu complexes quand même. L'Inde a donc décidé d'accorder généreusement un mois supplémentaire. Mais ensuite, de 2008 à 2010, le véritable combat a commencé. À l'exception de Sukhoi, déjà sélectionné avec le Su-30 MKI,
les 6 avions les plus modernes disponibles dans le monde sont entrés dans l'arène pour le combat le plus intense. Tous les fournisseurs ont envoyé leurs avions en Inde pour être testés dans de multiples situations, dans ce qui est devenu le benchmark le plus complet, le plus technique et certainement le plus coûteux jamais réalisé dans l'histoire de l'aviation et plus largement dans tout achat de matériel de défense. À cette époque, il était couramment admis dans le milieu que le Typhoon était considéré comme le second best, c'est-à-dire le meilleur avion disponible derrière le Thunder Raptor. Le Rafale était couramment raillé à la fois à l'international grâce à la force de frappe et la communication agressive de nos amis anglais, aidés par le quasi-mutisme des services de communication français, mais aussi par un niveau d'autodénigrement qu'aucun pays dans le monde ne nous envie. C'est pourquoi, lorsque le 27 avril 2011 est annoncé que les 2 finalistes sont l'Eurofighter Typhoon et le Rafale, on a assisté à une véritable tempête médiatique internationale. Now to what's been described as the mother of all defense deals, 2 European jets have been shortlisted for the Indian Air Force's 126 jet requirement. Now it's at least 126 fighter aircraft. Let's just take a look at the 2 main competitors. Now there's the Rafale from France, manufactured by Dassault, and then there's the Eurofighter. And here's just an introduction. Pendant que les Anglais de leur côté considéraient déjà le match comme plié, eux qui se retrouvent en face d'un avion pour lequel ils n'ont que du mépris, les Américains jouent au maximum leur carte diplomatique. Les commentateurs pensaient alors que si les avions américains, Super Hornet et F-16, avaient été rejetés, c'est à cause des relations diplomatiques ambivalentes avec le Pakistan, ennemi déclaré de l'Inde, et des condamnations concernant les tests nucléaires de l'Inde. Si, de leur côté, les commentateurs politiques indiens considèrent les US comme un fournisseur peu fiable, dans le sens où ils seraient assujettis aux décisions politiques américaines pour leur capacité de défense, les Indiens ont accepté la demande des Américains. En effet, le gouvernement américain a demandé des explications officielles sur le rejet de ces poulains. En juillet 2011, les représentants officiels de Boeing et Lockheed Martin ont assisté à un débriefing officiel des autorités indiennes et ont accepté les conclusions. Après avoir sélectionné les 2 finalistes, les autorités indiennes avancent un délai de 5 à 6 semaines pour sélectionner le vainqueur sur la base de l'offre la moins disante, c'est-à-dire la moins chère. L'attente est insoutenable, le suspense à son comble. Conformément au délai annoncé, c'est donc 5 à 6 mois finalement, donc 6 mois plus tard, le 31 janvier 2012, que le Rafale fut annoncé finalement le vainqueur. Bien que le Rafale fût annoncé vainqueur, aucun contrat ne fut signé dans la foulée. Et pour cause, le contrat, d'une complexité monstre, estimé à plus de 15 000 pages, contient une importante partie de compensation industrielle et de transfert de technologie. Car si les 18 premiers avions seront fabriqués et livrés depuis la France, les 108 suivants doivent être construits en Inde par un tissu industriel à constituer, mais dont le maître d'œuvre est HAL, Hindustan Aeronautics Limited, l'entreprise publique indienne fonctionnant sous tutelle du ministère de la Défense et dont les relations tendues avec Dassault vont cristalliser toutes les tensions. Devant durer initialement quelques semaines, le ministre de la Défense A.K. Antony a confirmé que le contrat ne sera pas signé avant mars 2012, soit 2 mois plus tard. Évidemment, et comme vous vous en doutez maintenant, il n'en fut rien. Pour bien comprendre la complexité du sujet, il faut comprendre que bien que Dassault Aviation est maître d'œuvre du Rafale en France, il n'en est pas l'unique fabricant, loin de là. En réalité, le Rafale est vendu par une joint venture, plus exactement un GIE, un groupement d'intérêt économique composé des 3 principaux partenaires, à savoir Dassault Aviation, qui en possède 60% des parts, mais aussi Thales, fournissant principalement les capteurs et systèmes d'armes pour 22%, et Safran, anciennement la SNECMA, pour 18% qui fournit les moteurs. Derrière ces 3 grosses entreprises, il y a un tissu industriel composé d'environ 500 PME, de différentes tailles qui fournissent nombre d'équipements et sous-ensembles. Fabriquer un Rafale en Inde consiste donc à transférer du savoir-faire, c'est-à-dire le transfert de technologie, et les compensations industrielles à faire réaliser sur place une très grosse partie de la production du Rafale. On a tous en tête les images du site d'assemblage final de Mérignac, mais il faut bien avoir à l'esprit que l'assemblage final, opération certes très pointue, n'est que l'aboutissement d'une chaîne de production d'un paquet d'éléments qui arrivent à Mérignac déjà eux-mêmes préassemblés, et qui a débuté près de 3 ans plus tôt avec le forgeage des pièces primaires. Il faut donc prendre la somme des connaissances et outils industriels de ces centaines d'entreprises et les transférer à différents partenaires en Inde sous la houlette du ministère de la Défense indienne et de l'entreprise HAL.
Mais ça coince. Ça coince pour plusieurs raisons. De façon non officielle, Dassault Aviation fait comprendre qu'il n'est pas satisfait des partenaires qui lui sont imposés et cherche assez tôt à se créer sa propre chaîne de fournisseurs en signant dès février 2012 un partenariat avec RIL, Reliance Industries Limited, dont le propriétaire est le multimilliardaire Mukesh Ambani. Alors attention, je vous coupe tout de suite si vous connaissez la suite de l'histoire et du soi-disant scandale qui a eu lieu par la suite. En 2016, Dassault Aviation a également signé avec Reliance Group, mais bien que les deux entreprises contiennent le mot Reliance, ce n'est pas du tout la même entreprise. Le propriétaire de RIL n'est autre que Anil Ambani, frère mais néanmoins ennemi juré de Mukesh Ambani, qui se sont partagés le conglomérat fondé par leur propre père. Et c'est juste de retenir que RIL, Reliance Industries Limited, n'a aucun rapport avec Reliance Group. C'est vraiment important pour la suite. Revenons-en à la fabrication du Rafale sous licence en Inde. Durant le processus de négociation, l'Inde exige que la responsabilité et la garantie des Rafales produits en Inde incombent au maître d'œuvre français Dassault Aviation. Ce que Dassault Aviation refuse catégoriquement, à moins d'imposer ses propres méthodes et normes de fabrication à HAL, qui, de son côté, refuse catégoriquement. Je vais maintenant vous donner ce qui est une opinion personnelle en me basant sur les faits qui sont à disposition de façon publique. J'estime que le ministère de la Défense, échaudé par les précédentes expériences avec HAL, pensait normal de s'assurer d'une bonne production si garantie par Dassault Aviation. Dassault Aviation, de son côté, ayant pu auditer l'entreprise et devant son histoire récente, s'est très rapidement rendu compte qu'il serait très difficile de travailler avec HAL. Pour une bonne compréhension de la situation, nous devons ouvrir une très grosse parenthèse sur HAL. HAL, c'est une grosse entreprise publique qui opère sous la tutelle du ministère de la Défense indien. C'est un chiffre d'affaires de 3,8 milliards de dollars en 2024 pour plus de 22 000 employés. En comparaison, Dassault a un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros pour 13 500 salariés. Alors il ne faut pas comparer le CA et le nombre d'employés entre les deux entreprises car HAL est une entreprise indienne, un pays où le coût de la vie et les salaires sont bien moindres. Retenez simplement que HAL est une très grosse entreprise du secteur aéronautique indien, la plus grande d'ailleurs. Et cela fait des envieux. Surtout, HAL, c'est pas franchement une success story. En 2012, elle avait beaucoup de mal à produire les Sukhoi 30 MKI et cumulait déjà quelques années de retard alors que son travail consistait, entre guillemets simplement, à assembler les kits fournis par la Russie. Pour le Rafale, on parle d'une production presque totale en Inde, pas seulement d'assemblage. Et pour couronner le tout, les avions produits par HAL coûtent à l'Indian Air Force 25% plus cher que s'ils étaient directement achetés en Russie. Ce n'est pas le seul exemple. Idem pour la fabrication sous licence des avions d'entraînement avancés Hawk, commandés auprès du Royaume-Uni, dont le prix demandé par HAL était 50% supérieur au tarif pratiqué par le fabricant d'origine, British Aerospace. Tiens, parlons du Hawk 2 minutes. Pourquoi l'Inde a acheté le Hawk? Il est intéressant de souligner qu'au départ, l'Indian Air Force avait lancé une compétition qui incorporait l'Alpha Jet franco-allemand en face du Hawk, mais que la décision prit tellement de temps à aboutir qu'en fin de compte, la décision fut prise par défaut. Après la fermeture de la chaîne de fabrication de l'Alpha Jet, il ne restait alors plus que le Hawk de disponible, l'Inde et ses délais. Il faut aussi noter que HAL produit son propre avion d'entraînement à réaction, le magnifique HJT-36 Citara. S'il vous plaît, ne riez pas, la beauté c'est complètement subjectif. Mais si, comme le disait le fondateur de Dassault Aviation, chaque fois qu'un avion est beau, il vole bien, gros problème d'aérodynamique, impossibilité de sortir facilement d'une vrille, la conception de l'avion est revue avec l'ajout d'une section pour allonger l'avion et au passage de l'alourdir de 350 kg pour un avion qui déjà n'était pas bien surmotorisé. Ce programme a été lancé en 1997 en interne chez HAL et contractualisé en 1999. Le premier vol a eu lieu 4 ans plus tard en 2003 et, pour la faire courte, le programme a connu tellement de turpitudes qu'il a été sérieusement envisagé de l'annuler. En 2022, un prototype, après de lourdes modifications, a effectué un vol de démonstration en effectuant 6 séries de vrilles avec succès. Nous sommes en 2025 et il se pourrait éventuellement que la production en série soit lancée. On parle donc d'un développement d'un avion d'entraînement en réaction qui aura duré 25 ans. En parallèle, il y eut le programme HTT-40, un avion d'entraînement initial dont le programme fut mal parti, car l'Indian Air Force a commandé en 2012 75 Pilatus PC-7 Mark II, son concurrent direct. L'IAF a reproché à HAL de proposer un avion similaire mais coûtant le double du PC-7. Malgré tout, le programme semble bien se dérouler et après un premier vol en 2016,
L'IAF a passé commande pour 70 appareils, avec une cible pour 106 avions au total. Le contrat de production a été signé en 2022 et les premiers appareils devraient être livrés incessamment sous peu. Dassault Aviation ou l'Indian Air Force sont loin d'être les seuls à se plaindre de la piètre qualité de la production de l'entreprise HAL. Boeing a en effet décidé en juillet 2015 de stopper sa coopération avec HAL, qui devait fournir des composants pour Boeing dans le cadre d'une compensation industrielle suivant l'acquisition des P-8A Poséidon. La raison officielle invoquée, la pauvre qualité de fabrication, bien en dessous des standards exigés. On continue ? En parallèle du dossier Rafale, l'Inde a signé en 2011 avec la France un contrat de modernisation de sa cinquantaine de Mirage 2000 pour les porter à un standard proche du Tiré 9. Il s'agissait d'un programme de modernisation majeur impliquant le démontage quasi complet des appareils pour le changement de multiples organes internes, du remplacement des calculateurs, du radar, du cockpit, etc. Les 2 premiers avions ont été modernisés en France et livrés en 2015 à l'Indian Air Force. Les 2 suivants modernisés en Inde sous la supervision de Dassault Aviation et à partir du 5e sous la responsabilité seule de HAL. Ce premier Mirage 2000 Ti se crache lors de son premier vol d'essai. Il n'arrive pas à décoller, tuant ses 2 pilotes. La responsabilité de HAL est totale sur cet incident. HAL, c'est aussi le concepteur du plus petit avion de chasse au monde, le LCRA Tejas, pour Light Combat Aircraft, en développement continu depuis plus de 30 ans, dont la capacité de combat est largement en dessous des attentes, avec aussi des problèmes de production. Le développement a débuté officiellement en 1983 et le premier escadron a été déclaré opérationnel en 2016, soit 33 ans plus tard exactement. La FOC, ou Full Operational Capability, fut déclarée 3 ans plus tard, en 2019, soit 36 ans après le début du programme. Belle performance. Alors, désolé pour cette très longue parenthèse que j'ai pensé nécessaire afin de dresser le tableau de ce que représente cette entreprise pour l'Inde, à la fois l'espoir et le fossoyeur des attentes de l'Inde dans son aspiration à devenir indépendante et souveraine dans le développement de son aviation de combat. C'est donc tout naturellement que l'Inde place beaucoup d'espoir dans le programme nommé Make in India. Malheureusement, il s'avère que le processus d'industrialisation et la culture de travail de HAL, je ne parle pas ici de différences culturelles entre 2 pays, car l'Inde n'est pas moins capable qu'un autre pays, sont vraiment d'un autre âge, même pour les Russes. De par mes relations, j'ai pu entendre beaucoup de voix non officielles me dire à quel point il était compliqué de pouvoir travailler avec HAL. Le processus de fabrication de certaines parties en fibre composite réalisé quasi automatiquement par Dassault devait par exemple être réalisé quasi manuellement par HAL. Et ne me demandez pas pourquoi, réduisant la qualité de fabrication mais nécessitant également une bien plus grande main-d'œuvre, multipliant le coût de production à un niveau frisant le ridicule. Lorsque Dassault Aviation a commencé à auditer d'autres entreprises du secteur privé en Inde, il se dit qu'il était contractualisé que les employés ne devaient pas provenir de HAL, l'entreprise préférant former des ouvriers de zéro plutôt que d'avoir à gérer la culture de travail de HAL. Je ne sais pas si ces rumeurs sont fondées ou non, et il faut bien considérer ces éléments pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des rumeurs. Néanmoins, et à la lumière de l'éclairage que je viens de vous fournir, elles semblent quand même très hautement probables. Nous sommes en 2015, 3 ans après le début des négociations exclusives entre la France et l'Inde. Tous les déplacements des présidents français ou du Premier ministre indien sont l'occasion de rumeurs et de conjectures. Tout le monde attend la signature du contrat qui serait l'aboutissement du MMRCA et le début de la mise en place de la production de 126 avions, ce qui serait le plus gros contrat jamais signé par Dassault Aviation. Et c'est pourquoi j'ai demandé une fois encore au président de nous fournir 36 avions Rafale clés en main, et ce dans un avenir proche. Les termes et conditions de l'achat doivent maintenant être négociés, et nos services vont discuter de ces questions en profondeur afin de faire avancer les négociations. Monsieur le Premier ministre, Le 10 avril 2015, c'est lors d'une visite en France que Narendra Modi annonce que l'Inde va acquérir 36 Rafales auprès de la France grâce à un contrat de gouvernement à gouvernement motivé et légitimé en Inde par l'urgence stratégique à laquelle l'appareil va répondre. Le contrat sera signé officiellement 17 mois plus tard, ce qui est très rapide au vu du contexte, et se pose désormais la question de la suite à donner au MMRCA.
Entre 2012 et 2015, côté français, beaucoup de choses ont changé. Alors qu'en 2012, l'Inde était le seul espoir d'exportation prochain pour le Rafale, en 2015 ont été annoncés successivement 3 contrats pour 84 avions au total, à destination de l'Égypte, de l'Inde et du Qatar. Et le succès ne fait que commencer. En Inde également, c'est la stupeur. Le ministre de la Défense indien, Manohar Parrikar, est complètement pris au dépourvu. Pourtant proche de Narendra Modi, il semble que l'Indian Air Force ait joué des coudes pour imposer une décision rapide à laquelle le ministre de la Défense a répondu avec plusieurs déclarations contradictoires, démontrant à la fois son embarras en récupérant sur ses épaules la responsabilité d'un échec de négociation qui ne pouvait aboutir. Ce qui, connaissant désormais la culture indienne, a dû être vécu comme un véritable désaveu, une grosse claque politique. Car non seulement la signature du contrat du Rafale n'a pas été du fait du ministère de la Défense, mais en plus, Dassault Aviation a décidé de créer une joint venture avec Reliance Group. Si HAL n'a pas été mis complètement de côté, avec des signatures de joint venture avec Safran et sa division moteur notamment, malgré tout, HAL a néanmoins perdu la plus grosse part du gâteau. C'est pourquoi, dans les années qui vont suivre, et la livraison des Rafales se déroulant selon le calendrier prévu, ce qui, du point de vue indien, tient du miracle, bien des péripéties vont naître et mourir. Car évidemment, l'Indian Air Force ne peut pas se satisfaire de seulement 36 nouveaux avions, représentant l'ajout de seulement 2 escadrons là où elle n'en a qu'une trentaine, avec un objectif de 42, ce qui représente un écart de plus de 200 avions à combler rapidement, voire bien plus si on considère le rythme alarmant de l'attrition conjugué au retrait programmé de bien des escadrons équipés d'avions déjà bien trop anciens. C'est pourquoi nous avons vécu une scène de ménage politico-médiatique. Manohar Parrikar a tenté de lancer une nouvelle compétition, la Single Engine Fighter Competition, ou en français, compétition pour un avion de combat monomoteur. Beaucoup de monde a pris au sérieux ce semblant de compétition que je contestais déjà personnellement en 2017. Sur le site Portail Aviation, je vous mets le lien en description. Non pour dire que j'avais raison, mais qu'il faut toujours analyser des informations à la lumière d'un contexte et ne pas simplement tomber dans le piège. Premièrement, cette compétition, sans cesse annoncée, n'a jamais été officiellement lancée. Ensuite, il faut être réaliste. Lancer une compétition sur la seule caractéristique du nombre de moteurs d'un avion n'a strictement aucun sens. En effet, si la compétition MMRCA visait à l'acquisition d'un nombre important d'avions de moyen tonnage, ce qui a un sens opérationnel et économique certain quand on opère de l'autre côté des avions lourds que sont les Sukhoi 30, se fixer comme objectif de n'avoir qu'un avion monomoteur est ridicule. A l'inverse, on pourrait, pour des raisons de sécurité opérationnelle, exiger un avion bimoteur. Mais un avion monomoteur n'a pas vraiment d'avantage en dehors de celui d'un coût plus faible éventuellement, mais à relativiser avec les pertes induites par un taux d'attrition forcément plus élevé, parce qu'on finit toujours par perdre son moteur un jour ou l'autre. Devaient donc s'affronter dans cette nouvelle compétition les F-16 Gripen. C'est pourquoi Lockheed Martin a fortement pesé de tout son poids marketing pour faire passer cette compétition comme légitime, sentant la possibilité de rejouer une partie qu'elle avait pourtant déjà perdue. Le véritable objectif de cette compétition était tout simplement d'exclure le Rafale et de relancer un processus avec un autre fabricant et tenter de le faire aboutir cette fois-ci. L'Indian Air Force n'a jamais donné suite et le Single Engine Fighter Contest a disparu comme il était apparu. Du côté des politiques par contre, le parti opposé à Narendra Modi, le parti du Congrès nationaliste dirigé par Rahul Gandhi, a tenté de lancer le scandale dit de l'affaire Rafale, qui a eu des retentissements médiatiques jusqu'en France. En Inde, 2 principaux partis politiques s'affrontent depuis des décennies, le Congrès et le BJP. Il faut souligner que lorsque le Rafale avait été sélectionné par l'Inde en 2012, c'était l'opposition qui était au pouvoir, le BJP. Mais à partir de 2016, le parti du Congrès a décidé de faire de l'affaire Rafale son cheval de bataille politique pour gagner des points dans l'opinion publique indienne. Ils ont même été assistés par le journal Mediapart qui se sont fait le relais de ce soi-disant scandale, permettant au passage de mouiller Dassault et le président de l'époque, François Hollande. Le coût d'acquisition des Rafales était le principal argument de ce scandale. L'argument fallacieux est très simple. Lorsque le BJP était au pouvoir, il aurait négocié le prix d'acquisition des 126 Rafales pour un montant rapporté 2,5 fois moins cher que le prix des 36 Rafales achetés par le Premier ministre Modi et son parti BJP. Selon le Congrès, cet écart de prix faramineux ne peut cacher qu'un énorme scandale de corruption. Plusieurs fois rejeté par la justice indienne, ces allégations ne tiennent tout simplement pas la route. J'ai épluché le livre exposant ce scandale nommé « Rafale Deal, Flying Lies », en français « L'affaire Rafale, mensonge volant »,
le rôle du Premier ministre Narendra Modi dans le plus grand scandale de la défense indienne, écrit par Ravi Nair et Paranjoy Guha Thakurta, deux journalistes. On trouve des informations intéressantes dans ce livre, mais ces informations se contredisent toutes les 10 pages environ, et j'exagère à peine. On apprend premièrement que le chiffre d'acquisition initial supposément négocié par le BJP est en fait une évaluation datant de 2001, dont l'Indian Air Force disait déjà qu'elle était très sous-estimée. Et ces deux informations sont dans le livre. À écouter Rahul Gandhi, il aurait été normal d'acquérir des avions pour moins de la moitié du prix réellement payé, à moins de 70 millions d'euros par avion. Même si on sait bien qu'il ne faut jamais diviser le montant total d'un contrat par le nombre d'avions, car il contient également beaucoup d'autres choses comme l'armement, la maintenance, la formation, les spécifications, etc., le nombre total de contrats d'exportation signés avec le Rafale nous donne une bonne idée de départ pour comparer entre eux. Une simple recherche nous donne donc 24 Rafales pour l'Égypte en 2015 pour 4,5 milliards d'euros, soit 187,5 millions d'euros l'unité, 30 Rafales additionnels en 2021 pour 4,5 milliards, soit 150 millions, c'est normal qu'un ajout soit toujours moins cher qu'en contrat initial, 24 Rafales au Qatar en 2015 pour 6,3 milliards d'euros, soit 262 millions d'euros l'unité, 80 Rafales aux Émirats Arabes Unis en 2021 pour 16 milliards, soit 200 millions d'euros l'unité, 42 Rafales en Indonésie, contrat pour 8,1 milliards d'euros, soit 156,8 millions l'unité, et l'Inde, avec 36 avions commandés pour un montant de 6,4 milliards d'euros, a touché chaque avion pour un montant de 170 millions d'euros, soit un prix inférieur aux autres contrats en moyenne, tout en prenant en compte que l'Indian Air Force a payé 1,3 milliard d'euros pour le développement de son propre standard, appelé ISE pour Indian Specific Enhancement, un standard proche du futur F-4. Et parmi ces ISE, voici l'amélioration la plus importante demandée par l'Indian Air Force. J'adore l'humour indien. Donc, où est le scandale? Il n'y en a pas. L'Inde a même réalisé une très belle affaire. Le parti du Congrès a perdu sa légitimité, mais les remous politiques ont néanmoins empêché le gouvernement indien d'annoncer de nouvelles commandes, mais on y reviendra dans quelques instants. Il est amusant de noter que ce parti a essuyé une défaite humiliante lors des élections de 2019, et je vous lis un court commentaire d'un commentateur politique indien. Au lieu de soulever des problèmes de pain et de beurre, la crise agraire, le chômage, la pénurie d'eau, Rahul Gandhi a continué de parler du scandale du Rafale, écrit le politologue Rajit Kidwai de l'Observer Research Foundation. Il a continué à viser Narendra Modi sans beaucoup de documents ni de preuves. Dommage qu'aucun de ses conseillers et chefs de parti n'ait pu le dissuader de transformer le scrutin en un combat entre lui et Modi, au lieu de se concentrer sur des problèmes locaux, les candidats et les alliances. Il est intéressant de se rappeler également que la plus grosse affaire de corruption dans le milieu de la défense indien a eu lieu en 1986, avec bien plus que des allégations cette fois. Il s'agissait du versement d'une rétrocommission dans le cadre de l'achat de 400 obusiers auprès de AB Bofors, un fournisseur suédois. Le ministère de la Défense de l'époque, également chef du parquet du Congrès, avait été fortement entaché par cette histoire qui fit couler le gouvernement. Et ce ministre, il s'appelait Rajiv Gandhi. C'était le père de Rahul Gandhi. De son côté, l'Indian Navy avait déjà annoncé, après la victoire du Rafale lors du MMRCA, vouloir se doter du Rafale M. C'était logique, Super Hornet et le Rafale s'étaient déjà affrontés lors du MMRCA. Malgré tout, guerre de cocher obligeant, l'Indian Navy souhaita lancer sa propre compétition, rassasié du MiG-29M ne donnant pas satisfaction avec un taux de disponibilité très bas. L'Indian Navy souhaita se tourner donc vers d'autres horizons. Forcément, la compétition sera moins lourde à gérer, car une fois exclus les avions de fabrication russes, il ne reste plus sur le marché que 2 avions à même d'opérer sur porte-avions, à savoir le Super Hornet et le Rafale. Ainsi fut lancé le MRCBF pour Multi-Role Carrier Borne Fighter, pour chasseur embarqué multirôle. Le Request for Information fut lancé en janvier 2017. Entre les mois de janvier et juillet 2022, les 2 appareils furent envoyés au Short Base Test Facility sur la base navale d'Ansa. Le 13 juillet 2023, le Rafale fut annoncé vainqueur et nous sommes désormais dans l'attente d'une signature que nous pensons imminente, mais on parle de l'Inde, donc patience.
Initialement prévu pour acquérir 57 avions, le volume a été réduit à 26 avions, car l'Indian Navy est en attente d'un avion proposé par HAL, le TEDBF pour Twin Engine Deck-Based Fighter ou chasseur embarqué bimoteur. Il faut savoir qu'à l'origine, l'Indian Navy devait acquérir la version navalisée du Terras. Mais celui-ci, insuffisamment motorisé et disposant de performances insuffisantes pour repérer à partir du porte-avions, fut abandonné par l'Indian Navy. Je reste encore pantois devant les espoirs de l'Indian Navy de recevoir un jour un avion embarqué dont le concepteur, HAL, n'a pas brillé jusqu'alors, alors même que son avion ressemble fortement au Rafale, avec son Delta Canard, monodirive et entrée d'air semi-ventrale. Le programme, lancé en 2020, devait voir le premier vol se dérouler l'année prochaine, en 2026. Il est désormais envisagé pour 2028, bref, il vivra, très longtemps, verra. Retour en 2025, je vous ai exposé la longue histoire du programme MRCA, de ses implications politiques industrielles et où en sommes-nous aujourd'hui. Côté Inde, l'Indian Air Force est très satisfaite de son avion. Ils ont tous été livrés dans les délais et le dernier des 26 Rafales prévus est arrivé en Inde en décembre 2022. Si vous parlez anglais, vous trouverez de nombreux reportages sur les Rafales de l'IAF qui font la fierté de cette armée. Ne cherchez pas là une quelconque exagération de ma part ou même une volonté d'aller chercher des bonnes nouvelles. Pour le coup, c'est simplement un fait. Les Indiens sont très contents. See, we couldn't have asked for a better weapon platform. It's a weapon platform, you know, it's all-weather, can deliver the decisive punch at a very short notice anywhere where it is required to go. Le GIE Rafale est en attente de la confirmation, via la signature du contrat, des 26 Rafales pour l'Indian Navy, qui devraient arriver relativement rapidement. De leur côté, l'Indian Air Force et le gouvernement comptent lancer une nouvelle compétition appelée MRFA pour 114 avions, presque entièrement fabriqués en Inde. Jusqu'à présent, les commentateurs du milieu de la défense en Inde sont unanimes. L'Inde n'a jamais réussi jusqu'à présent à aller jusqu'au bout d'un processus aussi complexe que celui d'un appel d'offres ouvert. L'Inde a déjà acheté du Rafale à dose presque homéopathique et a pourtant payé des investissements importants pour un relativement petit nombre d'avions, dont l'aménagement de 2 bases et le développement d'un standard spécifique. Seulement, échaudés par le retentissement d'une nouvelle affaire potentielle, ils comprennent la frilosité du gouvernement à acheter un grand nombre d'avions. How are we back to where we were, looking for fighter aircraft again? But the point here is, does it require another competition? All the other aircraft have been rejected in the earlier contest. The F-21, the F-18, the Typhoon, the Gripen, the MiG-35, these 5 aircraft have already been rejected in that earlier competition. So my question is, why are they back in the reckoning? That the guiding principle should be to get the best aircraft for the Indian Air Force at the best price in the best possible time. Depuis 2016, le Rafale a de plus engrangé de nombreux contrats export, confirmant sa légitimité à l'international. Le carnet de commandes est plein et Dassault n'est plus dans l'attente de ce contrat pour espérer sa survie à long terme. Sans vouloir cracher sur un contrat d'une telle ampleur, l'entreprise française est désormais en position de force. Dassault Aviation a également déjà mis un pied dans la porte avec des partenaires locaux et une production locale, malgré le faible nombre d'avions achetés jusqu'à présent. Pour le Make in India, aucune autre entreprise concurrente ne peut se targuer d'en avoir fait autant. Il est possible, et même fortement probable, qu'en attendant ce MRFA, le gouvernement Modi, réélu avec une large majorité des urnes, se risque à passer une nouvelle commande à minima avec 36 nouveaux avions selon le même mode opératoire que le contrat précédent. En Inde, l'opinion publique est certainement prête à l'accepter, car l'état des forces armées se dégrade d'année en année. Le nombre d'escadrons réellement opérationnels est au plus bas, et actuellement, à part l'arrivée de Tejas au compte-gouttes, l'Indian Air Force perd plus d'avions par an qu'elle n'en reçoit. La situation fait que même si un contrat était signé demain, un nouvel avion n'arriverait pas avant au moins 3 ans. Malgré les promesses de HAL pour un prochain AMCA, d'un TEBDF ou même d'un nombre plus important de Terras Mark II, HAL n'est pas en mesure de fournir en temps et en heure un nombre suffisant d'avions de qualité, tout du moins pas pour le moment. Ce qui fait qu'il est très fortement probable qu'aux 36 Rafales déjà commandés pour l'IAF, 36 nouveaux s'ajoutent en plus du MRFA, ce qui nous amènerait à un total de 186 avions, un nombre très proche des 189 envisagés au départ en prenant en compte l'option de 63 avions supplémentaires.
Du côté de la marine, il est probable aussi que les 26 Rafales de la marine se transforment en terme en 56, ce qui nous amènerait à un potentiel total de Rafales à commander largement supérieur à 200 avions, avec 258 Rafales au total selon mes estimations faites au doigt mouillé. Plus la commande de Rafale sera importante, plus les retours industriels le seront également, ce qui permettrait à l'Inde de construire une base industrielle de défense en parallèle de HAL et de stimuler une compétition interne. Les besoins en défense de l'Inde sont en effet suffisants pour alimenter 2 chaînes de production en parallèle. En conclusion, je ne pense pas que ces nombres soient outrageusement optimistes. Elles se basent sur la réalité opérationnelle de l'Indian Air Force d'une part et la réalité industrielle offerte par les capacités de HAL. L'Indian Air Force n'a pas vraiment beaucoup d'options à sa disposition actuellement. En imaginant que l'achat de 36 Rafales ainsi que la conclusion rapide de MRFA se fasse dans un délai raisonnable, l'arrivée de près de 200 nouveaux avions va donner un gros coup de punch à la puissance aérienne indienne. Malgré tout, en termes de volume, les avions combleront à peine le nombre d'escadrons nécessaires. Arrivant dans un délai d'une décennie, l'acquisition de Rafales en grand nombre ne suffira pas à faire remonter le volume de l'Indian Air Force au niveau souhaité. Il faudra également que HAL soit en mesure de fournir également beaucoup d'avions. La situation actuelle et à moyen terme de l'Indian Air Force n'est pas très reluisante et est le résultat de décennies de mauvais choix. Dans ce contexte, l'industrie française est en position de force et a un gros coup à jouer. Mais il ne faut pas oublier qu'on parle ici de l'Inde, et si chaque histoire a sa propre fin, personne ne voudra jouer au poker et parier sur ce à quoi elle ressemblera ici. Voilà, c'est la fin de cette très longue vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail et qui synthétise des années de rédaction d'articles qui traitent de ce sujet. J'aimerais savoir si ce genre de format vous intéresse, de par sa longueur et la façon de traiter le sujet. Je vous souhaite une très bonne année 2025 et je vous dis à très bientôt.